Jocelyne Desjouy du GAEC de Marsoulette, l'informatique à la ferme c'est une totale réussite. Il y a 4 ans qu'elle s'y est mise. Par curiosité au début pour voir, mais aujourd'hui c'est par conviction qu'elle a décidé d'investir dans un ordinateur plus puissant. Démystifions les métiers du numérique avec les femmes digitales. Aujourd'hui, malheureusement, il y a seulement en France 15% de femmes dans les métiers du numérique, sachant que si on va plus profondément dans les 15%, les filles qui vont développer ces outils, il y en a beaucoup moins, ça tourne autour de 4, 5, 6%. À plein d'endroits. C'est un message qui malheureusement est passé dans l'éducation des jeunes femmes et des femmes. Dire attends, t'es une femme, reste à ta place. C'est quoi la place d'une femme ? Programme proposé par Digital 113 et Campus FM et animé par Magali Germont, déléguée régionale Occitanie des femmes du numérique. Bonjour à toutes et tous, c'est un plaisir de se retrouver autour du micro des femmes digitales. Alors aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale, puisque je ne vais pas vous proposer un témoignage comme d'habitude, mais ce sera une émission débat, la toute première d'une série, afin de creuser des thématiques de fond autour de toujours les sujets mixité. Alors pour cette première émission, nous parlerons de recrutement inclusif. En effet, dans la filière du numérique, on se rend compte qu'on a de plus en plus des grosses difficultés de recrutement, et encore plus quand il s'agit de profils féminins. Et puis, la présence des femmes, vous le savez, malheureusement, il y a 3 fois plus d'hommes que de femmes dans les métiers du numérique. Alors du coup, on se pose une question, comment se fait-ce ? Une première réponse serait peut-être au niveau justement des offres d'emploi, la manière dont elles sont écrites et la manière dont ces jeunes lisent ces offres pour pouvoir venir postuler à cette offre. Une des réponses pourrait être un guide pratique afin de rédiger des offres d'emploi inclusives. Alors, avec Digital 113, on en a rédigé. Il a été rédigé par la commission mixité en Occitanie et il est sorti le 8 mars dernier. Et il repose sur 10 propositions que nous allons débattre aujourd'hui autour de ce micro. Alors nous avons aujourd'hui Patrick Seguela, CIO chez Synapse Développement, Élise Samouillan, qui est responsable RH chez Val Software, et j'ai la chance d'avoir Mathilde Alarson à mes côtés, qui est permanente référente RH et mixité chez Digital 113 et qui se trouve être ma binôme pour tout ce qui est les émissions Femmes Digitales. C'est aussi un peu grâce, et beaucoup d'ailleurs grâce à elle, qu'on prépare ces émissions. Alors, on va commencer par un tour de table rapide. Qui êtes-vous autour de ce micro femmes et hommes digital ? Bonjour Magali, moi je suis Patrick Seguela, je suis le président de la société Synapse Développement. On est éditeur de logiciels, donc on est dans le monde du numérique et on crée des logiciels qui aident les gens à mieux écrire et à mieux communiquer, à mieux analyser les flux textuels dans les entreprises. Donc on a aujourd'hui une mixité dans l'entreprise et je te remercie de m'avoir invité sur ce beau sujet. Bonjour Magali, je suis Élise Samouillan, donc responsable des ressources humaines de la société Val Software. C'est une entreprise SaaS qui est éditrice de logiciels pour l'ensemble des acteurs de la formation. Et je te remercie aussi de m'avoir invitée. Et bonjour, donc moi je suis Mathilde, je travaille chez Digital 113 qui est le cluster du numérique en Occitanie et donc nous fédérons environ 300 entreprises du numérique pour les accompagner sur divers sujets pour leur développement et donc je m'occupe des sujets RH et mixité comme tu l'as dit tout à l'heure. Alors Mathilde, la première question elle est pour toi. On constate, et c'est le constat des entreprises adhérentes du cluster, en effet qu'il y a des difficultés de recrutement, et particulièrement lorsqu'il s'agit de femmes. Alors c'est vrai que dans les discussions qu'on peut avoir avec nos membres, au travers les différents contacts qu'on a avec eux, on voit leur participation aussi sur les salons emploi, les liens qu'on peut avoir avec les acteurs publics de l'emploi. Il y a un vrai sujet sur l'emploi dans la filière du numérique. Alors on entend pas mal parler de pénurie, de volatilité aussi des salariés, puisque ça amène aussi des sujets de qualité de vie au travail. On parle aussi beaucoup d'attractivité des métiers. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de l'emploi dans la filière du numérique en Occitanie. Après, la parité homme-femme, en effet, aujourd'hui, elle est pas au rendez-vous. On l'a entendu dans le générique. Je crois que les chiffres actualisés, c'est environ 30% de femmes, tous métiers confondus. Ah, tu me fais signe qu'il y en a moins. Évidemment, plus bas sur les milieux de la tech. Donc, ouais, on a encore beaucoup de travail depuis l'orientation.
et évidemment jusqu'aux façons de recruter, mais on va en discuter. Alors, Patrick, est-ce que toi, en tant que chef d'entreprise, est-ce que tu partages justement ce constat ? Alors effectivement, on est sur un métier où les gens sont très sollicités et la recherche des talents est très fortement concurrentielle. Après, j'ai la chance aussi d'être dans d'autres clusters d'entrepreneurs et on est mieux lotis que certains. On est mieux lotis que les plombiers, mieux lotis que les charcutiers. Donc voilà, on a aussi, quand on met une annonce, des réponses. Parfois, c'est au niveau qualitatif que ça peut pêcher. Mais effectivement, on a une pénurie de talents et de gens confirmés sur ces métiers-là. Oui. Peut-être lié aussi à des départs de gens du numérique, parce qu'on a énormément de gens par contre en stage, en formation, et sur les postes plus qualifiés, on a peut-être moins de réponses. Je ne sais pas si c'est pareil. Donc difficulté au niveau déjà des potentiels profils, mais en plus, est-ce que ces profils sont masculins, féminins 50-50 ou Alors effectivement, on a dans les stages à peu près 30% de filles, donc on va dire des gens qui sortent de formation, et plus le poste est qualifié, moins on va avoir de filles qui candidatent. C'est là où je parlais peut-être de transfert vers d'autres carrières. Alors toi, Élise, c'est un petit peu ton travail aujourd'hui, puisque tu es justement une spécialiste RH. Donc quel constat fais-tu et toi, ton quotidien, justement, explique-nous un petit peu. Alors oui, effectivement, je partage complètement ce constat. Donc, il y a de nombreux recrutements en cours au sein de l'entreprise. C'est un secteur qui est très dynamique, donc on a sans cesse besoin de croissance, de venir compléter nos équipes pour faire face à la croissance. Et ce que je peux dire effectivement, c'est qu'il y a peu de candidatures sur les postes, et quand il y en a, encore moins des candidatures féminines. Voilà. Et je dirais que sur les postes techniques et sur des postes très précis, comme par exemple tout ce qui va être administrateur système et réseau, cybersécurité, là, il m'est arrivé de ne pas avoir une seule candidature féminine sur des postes comme ça. Donc pénurie de talent, mais en plus féminin davantage. Alors Mathilde, est-ce que tu peux un petit peu nous parler justement de ce guide, les 10 points pratiques pour rédiger une offre d'emploi inclusive ? Alors, nous avons réuni des membres du cluster pour discuter des sujets mixité. Ça fait maintenant plusieurs années qu'on est engagé sur ces sujets. Et bon, alors la discussion c'est bien, mais après il faut qu'on entre dans l'action. Et on a acté de sortir un livrable. Donc on a intitulé les 10 points pratiques pour rédiger une offre d'emploi inclusive, puisqu'on est parti du constat de ok, il y a parfois pas de femmes. Pourquoi ? Et alors une partie de la réponse, c'est peut-être comment on écrit nos offres d'emploi. Donc, comment faire pour l'écrire de façon inclusive, mais aussi de façon attractive pour les femmes. Et donc, on a trouvé 10 points, 10 recommandations. On a travaillé donc à plusieurs, avec aussi des acteurs de l'emploi. Donc, ce sont des conseils qui vont donc de l'intitulé du poste aussi en passant par les canaux de diffusion, par le ton utilisé dans l'offre d'emploi. Et donc, j'invite tout le monde à aller le consulter sur le site de Digital 113, donc www.digital113.fr. Et puis, on est preneur évidemment de tous vos avis. Alors oui, c'est une première étape. Comme on se disait lorsqu'on a écrit ce guide, c'est que c'est une amorce et évidemment, il doit y avoir plein d'autres idées. Alors c'est un peu l'idée aussi de ce rassemblement aujourd'hui et de cette émission. C'est, Patrick, Élise, vous avez pu du coup débattre de ces points au sein de vos entreprises et on va pouvoir un petit peu échanger sur les bonnes idées, d'autres idées, les peut-être mauvaises idées. Enfin, on est là pour ça. Alors, le premier point, on va commencer par le premier point, il porte sur l'intitulé des offres. Alors, est-ce que selon vous, justement, l'intitulé d'une offre, c'est déterminant pour un candidat ou une candidate ? Est-ce que c'est à la fois attractif ou est-ce que ça peut, bien au contraire, en repousser certains ? Alors, du coup, sur l'intitulé des offres, oui, ça peut être limitant, en fait, dans l'intitulé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en continuité du guide, mais aussi grâce à ce guide, on essaye de faire des annonces qui soient inclusives, c'est-à-dire qui représentent à la fois le masculin et le féminin.
et on a abandonné le H/F qui représentait une information assez mal vécue parfois, en tout cas pas très productive. Et les retours que j'ai eus de mes salariés, c'était que c'était pas quelque chose de très positif de la communication, puisqu'on rappelait quelque chose qui était une évidence, et donc on soulignait presque... on anticipait une critique qui, dans les faits, devait être gérée ailleurs. Alors, comment on fait pour se sentir malgré tout concerné lorsqu'il y a des intitulés de postes qui souvent on les écrit habituellement un peu au masculin? Comment on fait pour quand même récupérer une candidature féminine? Alors moi je dirais effectivement qu'on peut utiliser l'écriture inclusive. On peut aussi utiliser l'anglais. Alors c'est aussi la facilité avec nos métiers du numérique, c'est qu'on utilise l'anglais, les termes lead développeur, plein de termes comme ça qu'on peut utiliser qui permettent d'avoir une neutralité finalement dans l'identification du poste. Et effectivement l'intitulé est très important puisque c'est la première chose que va voir le candidat. Il va faire défiler les offres sur son portable d'ailleurs ou sur sa tablette. Mais finalement c'est la première chose qu'il va voir. Donc il faut que ce soit accrocheur, il faut que ce soit à la fois explicite et que ça puisse aussi faire assez vite référence à des standards de la branche. On ne peut pas avoir des titres non plus qui soient trop exotiques, sinon finalement le candidat ne va pas s'y retrouver. Alors, revient aussi souvent au cœur des débats la question des compétences. On parle des compétences, et compétences aujourd'hui, on parle de soft skills, on parle de tout un tas de nouvelles compétences, savoir-faire, savoir-être. Qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce que aussi ces compétences peuvent être peut-être un élément différenciateur? Parce qu'on dit aussi qu'une femme qui lit une offre d'emploi et qui n'a pas 100% des compétences, ou même 80%, elle postulera pas. Alors ça, c'est un sujet que j'ai partagé avec mes salariés. Effectivement, j'étais étonné que des collaboratrices, des synapsiennes, nous disent que effectivement, elles corroboraient complètement. Et donc, du coup, que certaines annonces, même maintenant, mentionnent que si l'on ne remplit pas tous les éléments du poste, on peut quand même candidater, donc complètement dans cette direction-là, visiblement, pour cet avis ou cette limitation est genrée. Et du coup, les filles s'auto-limitent dans la réponse en s'auto-censurant sur le fait que si elles ne remplissent pas tout, elles ne répondent pas. Donc, à nous, dans la rédaction des offres, et c'est ce qui est proposé dans le guide, d'être peut-être moins précis et moins... exigeant, peut-être. Moins exigeant sur une liste de compétences. Du coup, dans notre échange, on est exigeant dans le recrutement, puisqu'effectivement, on cherche quelqu'un qui va amener de la valeur dans l'entreprise, donc on se doit d'être exigeant. Maintenant, se doit d'être exigeant de façon hiérarchisée, et on a conclu qu'on devait construire nos annonces avec des majeurs et des mineurs. Clairement, on n'a pas envie de lire des CV de gens qui ne remplissent pas la majeure, et dans les mineurs, appeler ça mineur, ce qui de fait met une importance relative à cette lettre au Père Noël, puisque même quand on écrit une annonce, on est un peu dans la dimension de la lettre au Père Noël pour les recruteurs. Et Élise, toi, c'est quelque chose que tu prends en compte dans la manière de rédiger tes offres d'emploi ? Oui, c'est quelque chose qu'on va prendre en compte aussi. Ce que je dirais, c'est qu'on met aussi beaucoup l'accent sur les compétences transversales. Les compétences techniques qui peuvent peut-être parfois, si on ne les remplit pas toutes, pour une femme, être limitants. Finalement, on met aussi beaucoup en avant ces compétences transversales, puisque aujourd'hui, on le sait, les compétences techniques elles peuvent rapidement devenir obsolètes. Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'avoir des candidats, des futurs salariés de l'entreprise qui soient en capacité de mettre en avant d'autres compétences comme l'adaptabilité, les compétences relationnelles, la capacité d'évolution, capacité d'apprentissage. Et toutes ces choses-là sont bien mises en avant dans nos offres. Et quant aux compétences techniques, finalement, même s'il y en a un minimum requis au moment de l'embauche, ce qui est important aussi dans le cas du process de recrutement, c'est d'expliquer à nos futurs salariés qu'on sera en capacité justement de les faire évoluer et de leur apporter de la formation pour qu'ils puissent continuer à évoluer dans leur poste et puis vers les missions de demain, finalement, surtout dans le milieu
de la tech et le secteur du numérique, on ne sait pas vraiment quels seront les métiers de demain. Donc c'est plus des personnalités, des capacités d'évolution qu'on va aller rechercher chez nos candidats. Alors, lors de nos micro-trottoirs, pour écrire ce guide, il est venu aussi le sujet de pouvoir identifier dans une offre d'emploi des personnes et entre autres des profils féminins pour pas se sentir, parce que certaines femmes aussi ont le préjugé du numérique, c'est que des hommes, 100%, je vais me retrouver dans une équipe masculine. Donc l'idée de mettre en avant des collaboratrices ou même d'inclure dans le process de recrutement des femmes, et pas que des femmes RH, des femmes aussi à responsabilité. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée, une mauvaise idée, une idée ? Alors moi, j'ai bien aimé cette question. Et du coup, clairement, statistiquement, beaucoup de filles qui rentrent sont recrutées par des filles, donc chez moi. Donc du coup, il y a clairement un facteur qui joue. C'est pas obligatoire, bien sûr, mais c'est facilitant. Et dans l'objectif, pour moi, dans mon entreprise, je souhaitais vraiment pas qu'on ait une grosse culture geek avec, ce qui peut être aussi un souhait, mais j'avais pas ce souhait-là. Et donc, je souhaitais qu'il y ait de la mixité et de la multiculturalité. Et donc, effectivement, il faut qu'il y ait des filles, et à tous les postes, pas que sur des postes d'exécution, aussi sur des postes managériaux. Et voir sur de la technique ou sur des postes de chef de projet qui sont un peu les grands métiers du digital, quoi. Et donc, on a effectivement, et je serai vigilant encore plus à l'avenir, que dans les deux process, validation technique et validation soft skills, on arrive à intégrer des filles ou des équipes mixtes, voilà, sur les entretiens, parce que je pense que ça aide énormément à se projeter. Voilà. La mixité aussi dans ton entreprise, c'est un enjeu, Élise ? Oui, tout à fait. C'est vraiment un enjeu. Je dirais même que de manière plus générale, c'est la diversité qui est un enjeu. Nous, on va aller vraiment rechercher la diversité des parcours, des profils, des formations, des expériences, puisque finalement, plus on a de personnes qui ont des carrières différentes avant de nous rejoindre, plus on va avoir de points de vue. Et c'est de la différence de chaque point de vue et des échanges des personnes entre elles que va naître l'innovation, la nouveauté, la bonne idée qui va nous différencier ensuite dans nos produits. Voilà, donc je pense qu'effectivement, ça peut être bien de mettre aussi en valeur les femmes dans le process de recrutement pour que les futurs salariés de demain puissent s'identifier dès le départ, dès le process sur ces postes. Est-ce que toi, dans ton expérience personnelle, dans ton travail de tous les jours, tu vois éventuellement, parce que tu es une femme, donc est-ce que justement tu peux dire oui, je peux témoigner du fait que quand je reçois des candidates, c'est toujours, je sens que c'est plus facile de discuter avec elles et... Moi, quand je reçois un candidat ou une candidate, je vais pas forcément avoir cette approche différenciante. Je reçois une femme, je reçois un homme. Alors bien que quand je reçois une femme développeuse, je me dis en voilà une et c'est chouette. Ça va venir apporter un peu de mixité dans mon équipe de développeurs. Mais voilà, non, moi je fais pas forcément après dans les échanges que je peux avoir avec les candidats de différence. Voilà. Alors, on parle beaucoup aussi de la fameuse marque employeur, mais au-delà de ça, les jeunes, aujourd'hui, ils cherchent du sens. Ils cherchent du sens dans leur travail, ils cherchent du sens dans l'entreprise. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Alors moi, quand j'ai vu cette question, je me suis dit qu'on pourrait passer tout le podcast sur la question du sens au travail. Je dirais que la question du sens, c'est une question individuelle, tout d'abord. C'est ce que va aller chercher chaque individu dans le travail, ce qui va faire qu'il va se lever le matin, ce qui va le motiver et ce qui va retirer de son activité professionnelle. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut voir plusieurs tendances qui se rejoignent sur la place de l'entreprise. Qu'est-ce que fait mon entreprise sur le territoire ? Qu'est-ce que fait l'entreprise pour l'écologie ? Qu'est-ce que fait l'entreprise pour les personnes en situation de handicap. Donc il faut pouvoir montrer comment l'entreprise s'inscrit dans un contexte, dans une société. Et puis voilà, et puis bien décrire à chaque candidat quel va être son rôle, lui, dans ce projet-là. Aussi, et puis par rapport à l'activité d'entreprise, bien entendu, nous, la formation, on accompagne la formation des futurs professionnels de demain. Donc en soi, c'est très gratifiant aussi de participer à ce projet. Donc c'est actuel et c'est tendance aujourd'hui, éventuellement, dans une offre d'emploi, peut-être d'y mettre les valeurs de l'entreprise. Définitivement, puisque
on parle beaucoup du sens et de l'entreprise. J'aime bien, moi, commencer par l'entreprise. On est un groupe social, on est des gens et on fait quelque chose pour des clients. Alors, on va déjà choisir nos clients, on va parler avec qui on veut travailler, avec qui on ne veut pas travailler. Et ensuite, on va réfléchir à comment on le fait et dans quelles conditions. La mixité, on peut décider que c'est important, on peut décider que ce n'est pas important. Donc, effectivement, une entreprise, elle se définit aussi par un ensemble de valeurs. Et c'est très important aussi dans les entretiens d'être en exemplarité par rapport à ces valeurs et un exemple concret aussi par rapport à ces valeurs. Et c'est vrai qu'on a parfois des candidats qui nous demandent beaucoup de questions sur les valeurs. Moi, je vais beaucoup les questionner sur les valeurs de l'entreprise, mais aussi sur les leurs. Et derrière, ça nous permet de renforcer un groupe qui est pratiquement prêt à faire les mêmes décisions sans qu'on ait besoin de se contacter pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec un client et qu'est-ce qu'on ne fait pas. Voilà. Est-ce que Mathilde, toi, auprès des justement entreprises adhérentes au cluster, c'est un vrai sujet, ce nouveau sujet des valeurs d'entreprise? Absolument, et je dirais que ça s'est même amplifié avec l'après-Covid, où on a vu aussi pas mal de mouvements de personnel dans les entreprises, des personnes qui se sont plus posées de questions quant au sens de leur carrière, et donc qui ont fait des choix d'orientation différents ou de reconversion. Donc en effet, c'est des sujets très présents, pas que pour les femmes d'ailleurs, là on parle de mixité, mais c'est vraiment pour tout le monde. Et précisément aussi pour les jeunes, les générations Z, génération Alpha, c'est vraiment très très marquant pour eux. Alors, dans le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est rédiger une offre d'emploi inclusive. Donc, on retrouve le mot rédiger, le mot inclusif. Et donc, très rapidement, on fait le raccourci de la fameuse écriture inclusive. Alors, il me semble que Patrick, tu as plein de choses hyper intéressantes à nous raconter au sujet de l'écriture inclusive, qui est un petit peu au centre, finalement, aussi des problématiques de ton entreprise. Oui, alors mon entreprise aide les gens à mieux écrire. Donc, du coup, on relit les textes et on aide les gens à normaliser souvent les écrits. Et donc l'écriture inclusive, c'est un sujet qui nous est souvent demandé. Et peut-être un point sur l'écriture inclusive. Alors l'écriture inclusive, aujourd'hui, il y a plus ou moins un consensus sur le fait que on va être plutôt sur l'utilisation des deux acceptions masculines et féminines et des mots épicènes typiquement responsables ou des anglicismes qui permettent de passer sur les deux. Le point médian aujourd'hui n'a pas le vent en poupe et clairement c'est quelque chose qui est difficile à lire, donc qui crée un filtre de lecture pour les dyslexiques notamment. Donc c'est quelque chose qui est plutôt interdit et aujourd'hui on voit des propositions de loi pour l'interdire. Donc le point médian, c'est quelque chose qui est souvent la première chose auquel on pense quand on parle d'écriture inclusive, mais en fait, c'est pas ce qui aujourd'hui est le plus recommandé. Ce qui est le plus recommandé aujourd'hui, c'est les mots qui adressent à la fois le masculin et le féminin, les mots épicènes et également l'usage de l'humain à la place de l'homme dans tout droit de l'homme, etc. Voilà. Donc aujourd'hui, nous, en termes de normalisation, c'est quelque chose qu'on nous demande. Et donc, quand on relit des textes, on nous demande souvent de détecter des biais, mais pas forcément de normaliser. Parce qu'aujourd'hui, l'usage n'est pas encore prêt à ce que, quand on lit le boucher, on dise « Ah ben non, c'est peut-être la bouchère, fais attention dans cette phrase. » Bon, voilà, les gens veulent des points de vigilance, des potentielles détections de biais, mais pas forcément quelque chose qui dit non, il faut l'écrire comme ça. Notamment parce qu'il y a des injonctions très différentes suivant là où on travaille, ou pour les fonctionnaires qui sont censés écrire comme la loi. Déjà, ça, c'est pas simple, puisqu'il y a le Conseil général, chez nous, n'écrit pas comme la région, par exemple. Les injonctions sont différentes. Dans les universités, c'est pareil. Donc aujourd'hui, pour les gens qui s'occupent de savoir où en est la loi, c'est ça. C'est que l'écriture doit être inclusive. Et aujourd'hui, des entités comme Pôle emploi demandent à ce que les annonces soient inclusives et soient réécrites. Donc, il y a une relecture de Pôle emploi, et je crois, arrêtez-moi si je me trompe, mais je crois que c'est ce qu'on m'a dit en tout cas, et que l'annonce n'est pas publiée si elle n'est pas inclusive. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc aujourd'hui, l'usage veut que dans tous les médias, on soit plus ou moins sur
une écriture inclusive ou en tout cas une prise en compte de l'inclusivité dans l'annonce. Alors j'imagine que toutes ces nouvelles normes, elles doivent être prises en compte aussi dans les dictionnaires. Est-ce que c'est une bonne idée d'utiliser un dictionnaire aujourd'hui pour écrire une offre d'emploi ou encore une fois c'est une fausse bonne idée ? Alors, les dictionnaires, déjà, ils ont eu à se mettre à jour. Parce que les règles d'accord du français, ça date du XVIIe siècle et c'est affreux. C'est vraiment le masculin l'emporte sur le féminin parce qu'il est plus fort, poil à la ligne. Tout le monde est d'accord, ou semblait être d'accord, on était au XVIIe. Il ne faut pas regarder le XVIIe avec nos yeux d'aujourd'hui. Et il ne faut pas non plus tenter de faire des usages avec nos yeux de demain. Le YEL, à mon sens, c'était un peu en anticipation de phase. Alors c'est bien pour faire du buzz, mais d'un point de vue syntaxique, tout le monde se demande ce qu'il arrive après. Masculin, féminin, allez savoir. Donc il y a sûrement des gens qui ont inventé des règles, hein, mais on est dans des propositions et c'est l'usage qui fera la norme. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Donc aujourd'hui, on a plutôt à voir si la population et les discours et les représentations intègrent l'écriture inclusive. On sait qu'à la radio, c'est très présent. Et nous-mêmes, on essaye de... Voilà. Donc, tout le monde le mentionne et on a tous envie, justement, d'être inclusif dans notre façon de représenter les choses sans y introduire de biais par le langage. Alors... Parmi les éléments d'une offre d'emploi aujourd'hui, on parle aussi beaucoup du temps de travail. Alors, il y a des nouvelles mentions. Alors, on entend bien sûr, soit on est totalement en télétravail, soit on est en remote, soit on est 1 jour ou 2 jours par semaine en télétravail. On a entendu parler aussi de la semaine à 4 jours, des congés menstruels, des congés paternité. Bref, il y a tout un tas de nouvelles motions. Est-ce que ça, justement, créer cette espèce d'équilibre entre vie pro, vie perso, doit être affiché clairement dans les offres d'emploi ? Est-ce que ça peut être également un point positif pour être attractif ? Élise, qu'en penses-tu ? Oui, donc je vois qu'effectivement, dans le cadre de mon activité de recrutement, la tendance actuelle qui est de prendre en compte davantage la qualité de vie au travail, donc à travers une recherche d'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Pour moi, c'est un très bon signe. Et ça ne concerne pas que les femmes. Ça concerne les femmes, les hommes. Ça concerne d'une part effectivement une recherche d'équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale, mais pas uniquement non plus la vie familiale. Moi, j'ai des candidats ou des salariés aujourd'hui qui vont vouloir... par exemple, avoir une activité associative ou même une autre activité professionnelle à côté du contrat de travail qu'ils vont avoir dans l'entreprise. Et tout ça, finalement, ça vient aussi enrichir la carrière. Et puis même, il peut y avoir un retour très positif aussi sur l'entreprise et c'est plutôt encouragé. Évidemment qu'il faut le mettre en avant. Tout ce qu'on fait dans l'entreprise pour la qualité de vie au travail doit être valorisé en interne et puis dans le cadre du process de recrutement. Évidemment, ça fait des salariés qui sont plus sereins, donc qui sont plus efficaces et qui sont plus engagés. Donc oui, c'est un enjeu très important. Donc oui, ça fait la différence. Oui. Alors, il me semble, Patrick, que tu as posé la question, toi, tes salariés, directement. Ouh là, ça s'est déchaîné. Explique-nous un petit peu les idées qui en sont sorties. Alors, il en est ressorti pas mal d'idées. La première, c'est de partir du constat que les femmes font plus de tâches ménagères que les hommes, s'occupent plus des enfants malades, et donc pas mal d'idées dans ce sens-là, c'est-à-dire d'avoir de la flexibilité, notamment pour s'occuper des enfants, voire des postes ouverts à 80%. Ça, c'est quelque chose qui peut être rassurant aussi sur une prise de poste. On m'a aussi parlé des jours payés pour les enfants malades, process que je ne connaissais pas. Je travaille dans une petite boîte, donc c'est vrai que j'avais pas même pensé à faire ça. Et il y a eu aussi des sujets autour des crèches d'entreprise ou de sujets comme ça, qui vont être des sujets difficiles à aborder pour des sociétés de taille modeste. Nous, on est 25. Val, vous êtes... 85. 85, je ne sais pas où est le seuil, mais voilà, c'est pas nos boîtes, en fait. Donc, du coup, c'est des participations à des crèches mutualisées. C'est pas simple à faire. C'est du fait pas trop dans l'entreprise. Donc, des choses plus de l'ordre de services qu'on peut avoir dans des grands groupes. Et j'ai eu des choses originales. Donc, j'ai eu accepter les animaux dans les entreprises
avec un petit biais comme quoi les filles auraient plus d'animaux que les garçons. Donc ça a aussi levé des biais sexistes sur lesquels on était censé s'adapter tout en ne les discutant pas. Alors moi, c'est pas quelque chose avec lequel j'étais à l'aise puisque c'était un peu le contre-pied de ce qu'on fait depuis le début du podcast. Mais donc voilà, on m'a aussi demandé le congé paternité pour les garçons. Mais j'avais l'impression qu'on me demandait pour le mari qui bosse dans une autre boîte. Donc il fallait que j'appelle l'autre boîte. Voilà, sur le congé menstruel, c'est actif en Espagne puisque ça a été voté. Donc je sais pas, ça aussi c'est des choses où j'aurais besoin de support RH, soit d'un cluster comme Digital 113, soit soit de la PEC ou je sais de Pôle emploi, enfin je sais pas, de structure étatique, parce que c'est vrai que c'est des choses on ne sait pas trop comment ça marche ni comment on les met en place. Peut-être sur tous ces aspects-là, pour un chef d'entreprise, pour moi ça se décline en 2 temps. Il y a d'abord de servir tout le monde dans ce qu'il vient chercher dans l'entreprise et d'être aussi vigilant parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas de télétravail, qui ont envie d'être là, qui ont envie d'être avec leur chat. Bon, très bien. Tout ça, il faut l'écouter et ne pas s'oublier avec des règles trop strictes. Moi, j'ai tendance, et j'ai la possibilité dans une petite boîte, de faire un peu du à la carte. Voilà, tout en ne tombant pas dans une injonction légale qui est d'appliquer les mêmes choses à tout le monde, ce qui est obligatoire pour une entreprise. Donc on fait quand même beaucoup de choses à la carte. Le deuxième point, c'est de pouvoir peut-être proposer en option des choses à des gens qui le désireraient, tout en ayant d'autres à côté qui n'ont pas grand-chose à faire. Donc voilà, du coup, c'est une espèce de construction à la carte de sujets dans lequel on ne crée pas d'inéquité. Peut-être que Élise peut compléter, parce que c'est un vrai talent que j'ai pas, pour le coup. Alors, moi, j'avais quand même une question. Est-ce que vous avez vu une différence ces dernières années dans justement l'entretien d'embauche ? Parce que finalement, là, on parle de l'offre d'emploi. Mais si on se rend compte que l'entretien d'embauche a évolué, c'est qu'évidemment, du coup, il faut faire évoluer la manière dont on écrit nos offres d'emploi. Est-ce que c'est des nouveaux sujets ou est-ce qu'on parlait déjà de ces sujets-là il y a 4, 5, 10 ans en arrière ? Alors moi, il y a 10 ans, je n'étais pas encore responsable aux ressources humaines. Mais ce que je peux dire, effectivement, c'est que aujourd'hui, ça va être davantage, en tout cas sur nos métiers en tension, à l'entreprise à expliquer finalement ce qu'elle a à offrir aux candidats. Et il y a un peu cette inversion-là qui est faite, ou du moins, chacun doit expliquer à l'autre ce qu'il a à lui apporter. Là où, je pense, il y a quelques années, une décennie ou même davantage, c'était au candidat de venir vendre ses compétences, ce qu'il allait apporter à l'entreprise. Aujourd'hui, on est vraiment sur une démarche, si ce n'est pas inversé, au moins chacun doit expliquer à l'autre ce qu'il va lui apporter. Et ça, c'est quand même assez nouveau, quoi. Il faut tout à fait. En fait, on s'adresse à des candidats qui vont avoir 2 ou 3 offres. Au moment où ils doivent se décider. Donc, en fait, l'entretien sert à mettre en place et à répondre à toutes les questions qui pourraient faire que la personne ne vienne pas. Peut-être que c'est pour des bonnes raisons, peut-être que c'est pour des mauvaises, donc on va aller jusqu'au bout de l'idée. Mais pour moi, un entretien, c'est séduire aussi une personne pour que quand je l'appelle, in fine, elle dise oui. Voilà. En restant toujours très transparent. Oui, bien sûr. Eh ben, merci, je tiens vraiment à vous remercier, toutes et tous les 3, pour ces échanges passionnants autour de cette question. Finalement, comment faire cohabiter recrutement, inclusion, attractivité, sans que ça soit perçu comme stigmatisant, discriminatoire. Donc, les idées fusent, je pense que ce n'est que le début. Ce guide, c'est une première étape et il y a certainement, on le comprend, nous, chefs d'entreprise, nous, RH, on doit faire évoluer notre manière de poser les offres et de recruter. Ça semble être une évidence. En tout cas, si on veut que vous, jeunes profils, masculins et féminins, vous répondiez présent à nos offres d'emploi. Alors, merci Mathilde, merci Élise et Patrick. Nous terminerons avec le mantra de cette émission. Le numérique, une opportunité pour les femmes. Les femmes. Une opportunité pour le numérique. Nous nous retrouverons prochainement. J'aurai le plaisir de recevoir une femme digitale du service public. Alors on va sortir des préjugés autour des métiers fonctionnaires et on va découvrir ensemble que le mot innovation, passion et carrière sont possibles dans la fonction publique. Une belle journée à toutes et tous et à très vite.